Bom, enquanto ajusta. Alors voilà, pendant qu'on attend, mon nom est Maero. Maero, je viens du peuple nicaragua. Alors, en ce qui concerne mon peuple, mon histoire et mon identité, tout d'abord, je vais parler en Iniribe, qui est notre langue maternelle. Je sais que vous n'allez pas comprendre, mais voilà, c'était important. C'était par respect à mon peuple. Inerberano badadana manari bikrim. Inabova se inoroire. Inamikashve de marana. Isira mina bona norhelmen karahemne duri badadana no. Duri bena darane sira. Inerberano me kawre marana. Inabovik den marana. Duri mahadu wiji. Inamarana ora mandan. Ina omadan namu. Inerberano. Inabadadana naranam. Ijo virivi ohenana ki namu. E não vacina boa, e não roire. Jarei não, cai boi não. E se irá uma droga brasileira boa, hora remen, man. Vídeo deck da manhã, arbeck do irubem. Irubere não, e marahodi tirar o bem. Para mim é grande satisfação. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction énorme de pouvoir être ici, de pouvoir parler dans ma langue maternelle qui est encore vivante. C'est une émotion pour moi également très très grande de pouvoir parler, de pouvoir le dire en dehors au-delà des paroles, en dehors de votre regard, en dehors de cet événement. Mon nom est Maïrou, je ne vous l'ai pas dit, Haiko Kouadi, je suis étudiant à Paris 8 à l'université de Brasilia, je suis de l'université de Tocantins, c'est là que j'ai préparé un discours. Normalement, je ne le fais pas, mais mon émotion dépasse les mots et les préparations que je peux préparer. Mais voilà, j'ai senti le besoin de faire cette lecture pour vous tous présents ici. Comme je vous ai dit, je vais parler en Yerbe d'abord. Et aujourd'hui, je vais faire de ce moment un motif, une raison pour laquelle mon peuple Igni puisse être fier de la beauté de notre langue Nyirebe, pour nous tous les peuples autochtones et pour vous présents dans cet espace. Aujourd'hui, je veux parler à ceux et à celles qui sont dans le village et qui ne sont pas ici aujourd'hui. Qu'ils puissent être fiers d'assumer leur langue et également ceux qui ont eu leur langue effacée. Je veux faire en sorte que ma génération, notre génération et nos ancêtres, qu'ils croient et qu'ils soient fiers de qui ils sont au travers de leur langue, de leur histoire et de leur expérience. Même s'ils croient encore qu'il n'y a aucun moyen. Nous avons grandi dans des villages où rêver des références, de ne pas avoir de référence est impossible. Par exemple, le moment que nous vivons ici. Aujourd'hui, je veux montrer au travers de mon exemple, de ma trajectoire, des histoires, mes dépassements et comme référence que oui, nous avons moyen. Nous savons, je ne veux pas parler pour eux, mais je ne veux pas parler à leur place, mais pour eux. Ceux qui peuvent et doivent oser rêver et croire en soi-même. Un message d'espoir de quelqu'un qui a vu ouvrir la bouche pour parler portugais et qui est ici à la recherche de projets de moments. Pendant longtemps, on nous a dit que notre langue n'était pas belle. En fait, ils le disent encore aujourd'hui. Ils le disent encore aujourd'hui. Notre langue est dans nos territoires. Aujourd'hui, en dehors des frontières de ce territoire, comme par exemple en ce moment à Paris, au Collège de France, en parlant avec vous en portugais. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment notre estime de soi est construite dans nos territoires? Le sentiment de se voir toujours inférieur nous tourmente. Le rapport de la langue avec nos territoires en tant qu'affirmation de notre identité est extrêmement importante. Mais la douleur d'un jeune homme qui vit dans un village et se sent inférieur à cause de sa langue maternelle est le plus grand impact de la colonisation que nous ressentons à ce jour encore. Nous nous demandons, savez-vous parler portugais? L'aspect timide de la réponse de ceux qui ne savent pas, et plus encore, d'autant plus étant jeune, fait mal à notre âme et attriste nos regards et perce nos rêves. Nous sommes les seuls à savoir et à sentir à quel point cela fait mal.
Comment l'imposition d'une langue peut-elle nous faire si mal? Sans le portugais, nous ne sommes vus comme personne, et c'est ainsi que nous sommes vus. Et une fois de plus, je le vis ici parce que je ne parle pas français. C'est comme cela que je le ressens. Les personnes normalement me demandent comment êtes-vous ici et comment est-ce que mes collègues de doctorat se sentent ici et comment sont-ils ici. L'histoire se répète pour nous une fois de plus, mais notre courage nous vient de notre territoire, de notre force, de ceux qui vivent et ont vécu sur le sol d'un village. Le mien s'appelle Rerawa. Aujourd'hui, je veux, je peux et je dirai, voyez-nous comme des personnes capables. Le programme Guata est un début fondamental pour notre équité dans l'internationalisation de l'accès à l'éducation et non dans l'exportation de notre identité culturelle. Nous sommes des personnes à l'esprit brillant et extraordinaire. On ne nous écoute pas et on ne nous donne pas d'opportunités. Mes proches, chers proches autochtones présents ici, chers proches présents au Brésil, dans les villages et des proches et membres de la famille, dans nos communautés, regardons au-delà de l'attente pour la visibilité, la vanité et notre participation. Et il est besoin, nous devons également faire de l'autocritique, notre autocritique dans les espaces publics également. Aujourd'hui, voulez-vous vraiment nous entendre? Voulez-vous notre contribution ou notre participation pour les écouter actuellement ici? Que voulez-vous de nous? Que voulez-vous de nous actuellement, tous ceux qui sont ici présents? Nous devons effectivement nous remettre en question. Nous devons savoir que nos langues disparaissent et nous devons aller au-delà des rideaux d'événements. Nous ne voulons plus qu'on nous étudie pendant de longues années juste pour s'autoproclamer comme détenteurs et protecteurs de nos langues, de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions, de nos ancêtres, notre savoir, pour après nous dire qu'ils savent mieux de nous que nous-mêmes. Je veux dire les yeux, en présence de chaque personne qui est ici, avec tout le respect que je vous dois, mais vous ne saurez jamais, vous ne connaîtrez jamais la douleur et le sentiment de ce que c'est d'être rejeté à cause de notre langue ou une langue effacée. Notre estime et auto-estime envers notre langue doit être valorisée et considérée au-delà comme un problème de santé mentale. Une personne ne demande à un jeune de ce qui est difficile, la difficulté d'apprendre le portugais. Vous ne pouvez peut-être pas savoir ou ressentir actuellement, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous rajouter afin de maintenir, de valoriser et revitaliser, qui commence avec de petites actions pour avoir de grands impacts demain. Et c'est pour cela que j'enseigne le Iñirebe. Ici, nous avons les résultats de la volonté que j'ai de faire la différence dans la pratique. Et j'apporte des propositions, comme le soutien de ce projet, parce que je veux faire la différence au-delà du discours. Et j'apporte mes propositions comme soutien de projets de revitalisation. Il y a beaucoup de professeurs autochtones qui souhaitent, qui ont la volonté, la disposition afin de travailler pour maintenir notre langue. Je vous appelle à assumer ensemble cet engagement. Et je vois cet événement comme le début de la grande transition, le grand tournant de la valorisation de nos langues. Nous ne pouvons pas attendre que le dernier locuteur vivant ne soit plus parmi nous où il sera trop tard. J'apporte ici des résultats de mon action que je fais comme professeur de Iñirebe. Outre ma position comme étudiant en droit, je veux faire la différence pour ma communauté, principalement pour ce peuple qui a qui vit un déclin très très grand des langues dans nos mondes. Ici, nous pouvons voir dans ce graphique que nous avons un public diversifié dans notre peuple. Nous avons tous ces peuples qui apparaissent, les Tori, les non-autochtones qui s'intéressent à notre langue. Ensuite, vous pouvez passer, s'il vous plaît.
Et ici, nous avons... Alors, j'ai fait une enquête, j'ai mené donc une enquête, j'ai fait un questionnaire dans mon cours de Nyerebe et je suis très, très fière d'enseigner aux personnes autochtones et non autochtones, professionnels dans le secteur de la santé, qui arrivent dans nos territoires, qui ne savent rien sur notre histoire ou qui ne peuvent même pas nous saluer dans notre langue. Comment est-ce qu'ils peuvent vouloir travailler avec nous sans savoir dire ce que la personne ressent? Et c'est quelque chose qui est très, très important pour moi et pour ma population, pour mon peuple, pour ma langue, et que j'ai en moi avec tellement de fierté et d'engagement. Et je lance un appel pour que nous puissions sortir du discours et d'appuyer, de soutenir des projets comme celui-ci en pratique. Nous avons la disposition, nous avons envie, nous avons les moyens pour ça, nous avons une équipe, quelque chose que je fais, c'est bonne volonté, vraiment je les réunis afin de pouvoir faire la différence. Je voudrais parler à Josie également, à tout le monde ici, pour que ce projet puisse avancer comme un modèle de pratique de combat pour le déclin de ces langues. Je ne voudrais pas sortir d'ici sans pouvoir vous dire ce que je vous apporte comme proposition que je puisse effectivement ramener à ma communauté. Merci beaucoup. Je suis Josileia Kalagang et mon nom Shaeshingwe et Yakisho, qui est très beau dans ma langue. C'est un très beau nom dans ma langue. Et pendant très longtemps, nous avons compris que les noms autochtones étaient très laids. On nous a dit ça parce que comme ceci, le colonisateur, c'est ainsi qu'il l'a dit, que notre langue était laide, que nos noms n'étaient pas beaux non plus. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et nous, pendant une génération plus récente, n'est-ce pas, la génération des années 70, des années 80, nous avons dit que notre langue est une langue belle, est une belle langue. Et nous le renforçons avec nos noms. Et je voudrais remercier vivement cette invitation, mais également la langue, le musée de la langue portugaise, le Collège de France, cette invitation d'être ici présente dans ce colloque des langues autochtones et en parlant de la mémoire et la transformation. Lorsque nous avons été invités, j'ai réfléchi vraiment beaucoup sur ce que je pouvais apporter ici afin de penser sur ce souffle de la Terre, penser la cosmologie à partir de notre langue et le renforcement des langues autochtones, étant donné que la décennie des langues autochtones est peut-être le meilleur espace que nous avons à notre disposition dans les dernières années ou les dernières décennies, dans les dernières millénaires même, de parler sur les langues autochtones, parce que on ne parle pas de l'importance de savoir des langues autochtones. Toutes les personnes qui font des recherches, les chercheurs non autochtones qui se déplacent vers nos territoires se rapprochent de la langue, c'est vrai, parce que le rapprochement avec la langue fait de la recherche quelque chose qui est plus qualifié, les réponses, les dialogues, les constructions, et notamment notre domaine d'anthropologie, les anthropologues que je connais, les anthropologues de mon passé qui m'ont fait avoir envie d'arriver jusqu'ici, parler notre langue. Et je trouvais que c'était très intéressant. Pourquoi des personnes non autochtones, les chercheurs allaient se déplacer vers nos villages, nos territoires, et rester chez nous dans nos maisons, et ils apprenaient nos langues. Et aujourd'hui, je sais que c'est parce qu'avoir une recherche plus qualifiée, il fallait apprendre nos langues. Mais qu'est-ce que ceci a donné et a donné comme image vers le dehors ou vers l'académie? Comment cette cosmologie du souffle de la terre, du sacré, de la langue, et comment elle est parvenue à d'autres lieux? Comment elle a conçu d'autres formes de regarder les peuples indigènes et autochtones? En dehors, outre cette étrangeté commune que l'on doit avoir ou cette conception que l'on doit acter que les autochtones sont
un autre. Pourquoi ne pouvons-nous pas, dans cette nouvelle société, une conception sociale, être simplement nous-mêmes et non il ou moi? Alors, lorsque j'ai réfléchi à cette invitation, le fait d'être ici présent dans le laboratoire d'anthropologie, cela m'a fait réfléchir à notre cosmologie en tant que peuple autochtone Kaingang et ceux qui ont tout fait en accord avec notre savoir ancestral. Chaque fait, les animaux, les humains, les non-humains, les herbes ont été faits. Tout ceci a été fait à partir de notre conception sacrée. D'autres peuples qui sont ici vont dire non, c'est à partir de notre savoir que cela a été fait. Mais notre gène, enfin tout ce qui sort du centre de la Terre, il crée tout, les animaux et les plantes. Et il le nomme également, il nomme tout. Et chacun d'entre eux est nommé et créé en accord avec son ancestralité. Donc, Osera Kame, Osera Kamo, je suis Kame, je suis de la moitié guerrière de mon peuple, la moitié Kairu et la moitié du savoir, de l'intelligence. Et c'est dommage que je ne suis pas née avec cette dimension du savoir et de cette sagesse. Alors, lorsque nous pensons que tout naît à partir de notre cosmovision, notre cosmologie, et que nous, peuples autochtones, nous pensons notre territoire et que le mot est sacré, là, nous pouvons dire que nous sommes dans une tentative de comprendre votre monde. Comme nous savons que vous avez également une tentative de comprendre notre monde. Et lorsque le mot, la parole qui est parlée dans notre langue est sacrée, alors là, elle détient une puissance qui n'est pas simplement du sujet qui parle, mais une puissance collective de ceux qui sont passés avant nous et que nous ont précédés. Alors, penser la langue autochtone et penser le rapprochement des mondes à partir de nos mémoires, c'est penser que nous avons besoin de disséminer les langues autochtones. Nous avons besoin de renforcer les langues autochtones. C'est penser que les langues autochtones ont besoin d'être connues et non simplement, et il ne s'agit pas simplement de nombre. Nous avons 174 langues autochtones au Brésil parlées en accord avec l'IBG. Combien de Brésiliens parlent les langues autochtones? Et là, mon collègue a renforcé une pensée que j'ai place ici. Pourquoi nous, peuples autochtones, nous avons besoin de parler la langue de l'autre pour valider une science qui est la nôtre, qui sont les sciences autochtones, qui sont présentées et qui sont très connus et qui ont donné lieu à plusieurs lieux, villes et nourriture dans notre pays, mais qui ne sont pas reconnus. Donc, il ne suffit pas de connaître les langues autochtones, il y a un besoin de les reconnaître et pas seulement de les connaître. Alors, je pense également que les langues autochtones, elles ont un rôle fondamental dans ce moment que nous vivons, qui sont les mémoires mises à jour. Les langues, elles réinventent ce rôle de l'histoire vécue par nos peuples. Parce que nos langues, elles sont de l'oralité. Et nous avons fait un effort, tout un effort pour mettre les langues en papier, sur le papier. Nous avons fait un effort pour mettre et placer nos langues dans des dictionnaires et même dans des téléphones. Nous parlions de Motorola qui a cette possibilité on peut allumer le téléphone et avoir une langue autochtone comme une langue interface du téléphone. Et nous voyons les langues comme ce lieu de réinvention de notre propre mémoire et de renforcement de nos sciences. Parce que la science autochtone, dans plusieurs cas, elle est une traduction de nos mémoires. Mais la science est également une tradition dans la langue portugaise. Alors, est-ce que
les sciences autochtones sont toutes possibles et peuvent être traduites vers le portugais ou toute autre langue. C'est un débat que les linguistes autochtones font également et ils mènent également. C'est pour cela que lorsque nous perdons une langue, et nous avons eu la perte l'année dernière d'une ethnie au Brésil et une langue autochtone également, nous avons perdu non seulement la langue et non seulement la personne, nous avons perdu la mémoire, la science et l'histoire et le territoire, parce que nous avons besoin de penser que les peuples autochtones, pendant leur conception de territoire, pensent de façon qui regroupe les humains et les non-humains, avec la langue comme ce lieu est symbolique des pouvoirs des peuples autochtones afin d'organiser leur territoire. Beaucoup de peuples autochtones ont dans leurs mémoires ancestrales l'origine de la langue, l'origine de la parole. Beaucoup d'entre eux étaient silencieux jusqu'à ce qu'à un moment sacré, la langue, le chant, la danse soient conçus. Comment est-ce que nous transmettons cela vers les non-autochtones en faisant cette lecture de notre science, et qui est une science séculaire, vers la science du non-autochtone? L'anthropologie, elle a ce défi, elle possède en elle ce défi de faire la lecture sur les langues des peuples autochtones, la territorialisation des espaces, le mode de vie de nos peuples et la démarcation de nos lieux comme population autochtone, non seulement dans des territoires qui aujourd'hui sont considérés comme des terres autochtones, mais des territoires sacrés de mémoire où nous concevons tout de notre cosmologie en tant que science de chaque peuple. La langue autochtone, elle a en elle le défi du discours, parce que nous sommes des peuples de l'oralité. Comment traduire ces discours vers la langue portugaise est un défi et constitue un défi. Voici de nouveau de grands défis qui est la qualification des discours, la documentation des langues autochtones, la diffusion, la langue comme pouvoir différencié et ce lieu de la parole qui conçoit le pouvoir également. La désignation sacrée, nos esprits qui parlent par nos voix, les territoires qui sont les territoires de la pensée et que nous avons créé des pratiques et des langages rituels que nous allons diffuser vers d'autres et encore d'autres. Et je ne peux pas ne pas aborder l'intention de l'école comme un outil où le colonisateur apporte vers les lieux des peuples autochtones et nos territoires, et c'est un outil d'oppression. L'enseignement de la langue portugaise et brésilienne a été un outil d'oppression. Elle a été un effacement de plusieurs langues. Et nous ne pouvons pas ne pas parler du rapport que la langue autochtone a, du pouvoir que parler de cette langue, sans parler de l'oppression de cet État avec les peuples indigènes au travers de cette école. Alors, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous nous sommes tus? Non, nous sommes appropriés de l'outil de l'État. Nous, peuple indigène, nous nous sommes appropriés de cette école. Nous avons une législation qui garantit l'enseignement des langues autochtones dans nos écoles. Et nous utilisons cet outil comme un outil de possibilité aujourd'hui. Nos enfants qui apprennent les langues et la langue dans les écoles et qui apprennent, ils doivent effectivement apprendre à parler dans leur maison avec leur mère, mais à l'école, lorsqu'ils apprennent la langue à l'école, ils doivent également apprendre à écrire et à faire la conception de notre science autochtone et de la science du non-autochtone et comment transformer notre science en valeur, comment transformer notre science en pouvoir. Donc, dans notre langue, elle est dans notre cosmovision, dans notre cosmopuissance. Elle est liée et reliée à nous, les femmes, dans une vision de matripuissance.
notre vision linguistique de matripuissance et dans ces rapports conçus entre autochtones et non autochtones, en considérant de plus en plus que nous allons vous demander combien parle notre langue, afin que la question puisse nous être rendue. Combien d'entre nous parlent portugais brésilien? Combien d'entre nous parlent anglais? Combien d'entre nous parlent français? Et c'est un défi. Nous devons être multilinguistes, comme les peuples autochtones sont. Ndiguatu est une langue parlée par plusieurs peuples qui parlent leur langue spécifique. Le Kaingang est une langue qui est macro, qui est grande, mais à l'intérieur d'elle, il y a au moins quatre sous-langues parlées. 4 ou 5, nous parlons plusieurs langues et nous voulons parler français, c'est vrai, afin que nous puissions communiquer mieux avec vous. Mais nous voulons que vous parliez également notre langue. Donc moi, je vous lance un défi aux collègues anthropologues principalement. Nous devons lancer des défis à parler le plus grand nombre de langues autochtones possible afin que vous puissiez comprendre nos cosmovisions et nos modes de pensée, nos mémoires et nos histoires et les nouvelles conceptions d'organisation d'un monde actuellement où nos mondes demandent une transformation pour la réforestation des mentalités de nous tous et de penser à d'autres mondes possibles, comme dit notre cher leader David Kotonawa. Merci beaucoup. Auidi vete PM. Aiterei por Echavo, Rapohendubo, Coape, Paris P, et Collège de France P. Et, je suis très heureuse, je suis aussi très émue d'être ici et d'entendre et de voir mes collègues parler en Iniribe et parler du Tucano. Je fais partie des anthropologues dont vous parlez, qui essayent de parler le mieux possible, avec le moins d'erreurs possible, le Guarani, qui a donné le nom à votre exposition, Nye Impona, ce qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Le Guarani, j'ai eu la chance de l'apprendre au Paraguay, dans la campagne, auprès de personnes généreuses, des paysans et des paysannes qui m'ont patiemment appris. Je dois dire que heureusement que les enfants étaient là, parce que ce sont ceux qui ont le plus de patience, qui sont prêts à vous répéter les mêmes mots plusieurs fois. Au Paraguay, le Guarani est parlé par 90% de la population. On pourrait penser que c'est le paradis, puisque des personnes qui me ressemblent, qui ont vraiment l'air d'une gringa, parlent le Guarani, normalement. Et les personnes qui m'entourent au Paraguay ne sont pas surprises de m'entendre parler Guarani. C'est normal. Les médecins, les avocats, généralement les présidents jusqu'au dernier du pays parlent le Guarani, doivent le parler pour pouvoir communiquer avec la population. La plupart parlent également espagnol. C'est donc vraiment un pays bilingue avec une langue qui est donc officielle, le Guarani qui est officiel aux côtés de l'espagnol depuis 1992 sur tout le territoire. Et ça, c'est très important parce que dans la plupart des autres pays d'Amérique latine, on reconnaît les langues indigènes, mais dans une région, dans un municipe, et non pas dans l'ensemble d'un territoire national. Cette situation du Guarani au Paraguay est assez particulière. On peut se demander comment cette langue, finalement, a pu conquérir le cœur des conquistadors. C'est un peu comme ça que souvent on le présente dans la littérature. Sachant que dans ce pays, également d'autres peuples indigènes ne parlent pas le Guarani. Ils parlent d'autres langues, d'autres familles linguistiques que le Tupi-Guarani. Pour vous donner un ordre d'idée, 2% de la population paraguayenne se considère comme indigène et est considérée comme indigène. 2%. Alors que 90% de la population parle Guarani. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous permet de bien situer, d'avoir une idée de la situation sociolinguistique.
Et donc, on a des indigènes qui parlent Enchlet, qui parlent Toba, qui parlent d'autres langues, d'autres familles, notamment dans la région du Chaco. Et puis, on a également des Mbua Guarani, Ava Guarani, Paintautena, qui parlent leur variante du Guarani. Moi-même, je n'ai appris que la variante paraguayenne, la variante qu'on appelle souvent Diopara, qui est un très beau terme en Guarani, dont j'ai proposé à un moment donné qu'il soit considéré comme un concept de sciences sociales. C'est-à-dire une langue mélangée qui fait des interférences linguistiques et qui fait également des emprunts. Donc un guarani qui est émaillé poétiquement aussi de l'espagnol. À un moment donné de ma carrière, je me suis demandé qu'est-ce que je fais moi avec ce guarani, qu'est-ce que je peux faire qui soit utile aux locuteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être utile à des communautés indigènes? Ils n'ont vraiment pas besoin d'un anthropologue de plus, vraiment pas. Ils sont anthropologues, ils sont linguistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il m'a semblé que ce qui était le plus utile à faire depuis Paris, depuis ce que je sais faire aussi, c'était de plonger dans l'histoire et d'ouvrir les archives coloniales et y traquer, je l'ai vraiment vécu comme ça, toutes les occurrences possibles et inimaginables des mots, des phrases, des textes en tupi-guarani. Alors évidemment, j'ai commencé par Jean de Léry, mais dont André Alous nous a parlé tout à l'heure. Mais ce qui m'a énormément frappé et que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est que on a fait un projet collectif et on a mis à jour, on a identifié 10 000 pages écrites en guarani. Je ne parle plus de tupi-guarani pour l'instant, je parlais de guarani. 10 000 pages originales en guarani, écrites à la fois par des autorités politiques indiennes qui géraient leur propre municipalité à l'époque coloniale, et par des jésuites, et par des franciscains. Des textes donc produits, on pourrait dire de l'extérieur, par des évangélisateurs, des conquistadors, des textes écrits dans une langue qui était faite, le guarani, pour convaincre les populations indigènes de se convertir au catholicisme, pour les convaincre d'être sujets du roi, donc pour mieux les coloniser. C'était une langue qui était aussi un instrument de colonisation. On ne va pas se leurrer, c'est une langue dont on pourrait dire qu'elle a été colonisée de l'intérieur, d'une certaine manière, christianisée, utilisée pour exprimer une relation politique entre les populations indigènes et le roi, une relation de vassallage, de vassal, mais aussi une langue que les autorités politiques indiennes ont utilisée pour se défendre leurs droits. Ils écrivaient directement au monarque en guarani pour défendre leurs droits. Et ces lettres étaient traduites. Elles arrivaient en guarani et en espagnol. Traduites généralement par les jésuites, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe d'escribientes, de scribes, de lettrés guarani qui étaient bilingues et qui étaient traducteurs de leur propre documentation. Cette langue guarani de l'époque coloniale, que j'essaye de vous faire imaginer, de faire émerger ici devant vos yeux, donc elle était à la fois colonisée de l'intérieur, colonisante, mais aussi décolonisante, on va dire, si on peut. En tout cas, elle était utilisée pour se défendre. Ce qui m'a frappée dans ce parcours, c'est de me rendre compte aussi que cette langue guarani, elle a probablement servi aussi à réduire la diversité linguistique des territoires où elle était parlée et écrite. Parce qu'en fait, dans les missions jésuites, où étaient rassemblées donc des milliers de populations indigènes, on a eu jusqu'à 170 000 personnes réunies dans 30 villages. En fait, elles agrégeaient des personnes venues de groupes très différents, de langues différentes. Et ils se sont mis à parler et à écrire guarani, parce que c'était la langue officielle, la langue utile, la langue de communication, la langue d'organisation politique de ces municipalités. Parfois, je dis que c'était l'anglais de l'époque. Bon. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on trouve que le Nyangatu est parlé par plusieurs groupes indigènes aujourd'hui au Brésil.
On a eu un peu le même phénomène du côté de l'Amazonie. Quand on regarde, du coup, les pratiques linguistiques en situation coloniale, on s'aperçoit donc qu'il y a une très très grande complexité, mais aussi une très grande richesse. Ce qui me passionne en ce moment, c'est de suivre les trajectoires sémantiques de certains mots et de comprendre comment ils ont eu des effets de signification différents suivant la manière dont ils étaient employés, suivant la situation sociale dans laquelle ils étaient utilisés. Et pour moi, c'est très important pour montrer que les langues amérindiennes n'étaient pas des détails de l'histoire. Les mots et les langues amérindiennes ont fait l'histoire pendant 500 ans. Ce n'est pas simplement des langues qui ont été écrasées, dominées, opprimées. Oui, d'accord, oui. Mais elles ont aussi fait l'histoire. Elles ont désigné elles ont désigné la situation qu'elles vivaient. Elles ont servi à, au fond, exprimer aussi le racisme dans lequel elles étaient prises, même si ce terme, évidemment, est complètement anachronique pour la période coloniale. Mais et retrouver, au fond, la force de ces mots-là dans la période coloniale, c'est un peu le projet que je cherche aujourd'hui. Pour vous donner un tout petit exemple, le mot Mburuwisha, peut-être qui est connu, au-delà des seuls locuteurs du Guarani, Mburuwisha, qui voulait dire, qui a été devenu un équivalent de cacique, au final, finit par désigner, Mburuwisha avait été le grand roi, le grand chef, le grand supérieur, pardon, a désigné le roi, puis Mburuwisha a désigné les gouverneurs, les députés à l'époque républicaine, et aujourd'hui le président. On a un mot de langue guarani, autochtone, qui finit par désigner une autorité politique coloniale, et qui donc dote aussi cette autorité coloniale d'un système d'attente un peu différent. Parce que du Mburuwisha, on va attendre la protection. La protection et le soin. On va lui donner fidélité, on va lui donner amour, mais on attend de l'amour et de la protection en retour. Et donc je crois que dans cette façon de nommer une autorité coloniale avec un terme autochtone, c'est aussi une manière de le contrôler, une manière d'attirer, de manipuler peut-être, si l'on veut, la force de l'autre dans son bénéfice propre. Bon, je laisse la porte ouverte, peut-être que ça fera l'objet de débats et de discussions. En tout cas, je voudrais dire que peut-être que vous êtes né d'un clan Guerreiro, mais je crois que pour faire de la recherche, pour être anthropologue, il faut être un peu guerrier. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour ouvrir les questions et un peu aussi le dialogue entre vous. Est-ce que Maïrou, Josélia, vous voulez rebondir sur ce qu'a présenté Capucine, ou est-ce que Capucine, voilà, tu veux rebondir aussi, ou est-ce que il y a des questions dans la salle aussi, mais Moi, j'ai une question pour toi, Maïrou, et puis Josélia aussi. Tu as parlé du programme Owata. Et du coup, comme c'est un mot en guarani qui veut dire le fait de marcher, j'avais envie que tu nous en racontes un peu plus. Et je suis curieuse de savoir comment tu as vécu l'exposition Nyamporin. J'imagine que tu as été. Qu'est-ce que ça fait que l'exposition porte un mot en guarani? Bon, voilà, c'est vraiment curiosité, peut-être pour entamer le dialogue. J'aimerais savoir pour toi, Josélia, tu as parlé, il y a un débat entre vous pour dire, est-ce que notre science est traduisible? Qu'est-ce que tu penses, toi personnellement? Mais peut-être que je ne sais pas si c'est... Voilà. Bem,
Nous vivons actuellement un nouveau moment. Depuis que le Brésil a ouvert les portes de ses universités aux peuples autochtones, nous vivons une autre relation avec la science. Les chercheurs autochtones, depuis, ils ouvrent beaucoup de chemins possibles pour la construction de sciences ou d'une lecture de ces sciences autochtones à l'intérieur des universités. Au Brésil, depuis 2006, nous avons un programme à l'intérieur du ministère de l'Éducation qui sont des licences interculturelles autochtones. Moi-même, j'ai été professeur dans une de ces licences dans l'université de Santa Catarina et nous avons eu 120 élèves qui sont inscrits dans ce cours de licence interculturelle en 2011 et ils ont été gradués en 2015. Donc, nous avons au moins 88 chercheurs autochtones qui parlaient à partir de leurs propres sciences et établissaient une corrélation entre ces langues et beaucoup parmi eux qui écrivaient leurs thèses et leurs recherches dans leur propre langue parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de traduire ce qu'ils voulaient dire. Donc, c'est très intéressant de regarder le Brésil actuellement et de voir que la place de l'université, c'est un moyen d'établir de nouveaux ponts, de nouveaux dialogues avec des recherches qui, auparavant, ne pouvaient se faire que par des chercheurs qui venaient dans nos territoires et qui n'arrivaient pas à comprendre complètement la dimension des paroles qui étaient dites là-bas. Je pense que c'est très intéressant d'imaginer qu'à partir de ces nouveaux chercheurs autochtones, c'est beaucoup de nouvelles méthodologies, de nouvelles épistémologies qui sont en train d'être créées et on va vers une construction bien plus grande qu'on pouvait imaginer au moment où on pénètre l'université. Ma recherche, ma thèse de maîtrise et de doctorat, elles ont toutes les deux une partie écrite en Kaingang ou bien des références, le son des paroles, des mots. Et ça, c'est important parce qu'il y a certains termes qui ont besoin d'être attribués un poids à ces mots parce que ces mots, ce sont des termes qui sont de paroles de pouvoir. Les ministères des peuples autochtones font aussi également un travail important pour renforcer la mémoire des langues autochtones. Il y a un département dans une des secrétariats qui a un département de langue et mémoire autochtone. Et M. Altassi en fait partie. Et à l'intérieur de ce secrétariat, de ce département, nous pensons de ramener la langue avec des matériels didactiques à être utilisés dans les écoles. Et c'est comme elle va parler plus tard dans ce colloque, elle pourra en détailler davantage. Donc, il existe actuellement un effort du gouvernement brésilien pour promouvoir le fait que les peuples autochtones puissent penser leur propre politique publique dans leur langue. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est un moment de beaucoup de possibilités au Brésil, ainsi comme l'Expo et dont Dayara est la commissaire, avec le soutien du Musée de la langue portugaise, de FAPESP et tout. Donc, on peut voir, et l'UNESCO également, tous ces organismes qui se sont rassemblés pour que cette exposition puisse toucher le public le plus large possible et montrer l'importance des langues autochtones et dans ce Brésil qui est un pays multilinguiste. Bon. Oui, concernant le programme Guata, le programme Guata, c'est une mobilité de bourse qui est offerte par l'ambassade de la France au Brésil et qui veut dire cheminer. Et je ne connais pas Tupi-Guarani, donc c'est très distant de notre
convívio, digamos assim. Voilà, notre Então, a gente está façon aqui, tem d'être a Alice, ensemble, a Adriana, convivialité. que são os Nous avons primeiros ici des personnes qui bolsistas sont les presentes premières com a autochtones, bolsa do premiers governo francês autochtones aqui, qui ont reçu para la fazer nossa bourse du mobilidade, gouvernement doutorado français pour sanduíche faire aqui. notre mobilité, E voilà, pour ce programme de o mobilité nome au Guatá é bem Brésil. Le sugestivo, nom porque realmente é o Guatab início de um caminho. suggère Por isso que eu falei beaucoup de sobre a choses parce que questão c'est le début d'un da chemin. importância C'est da d'où l'importance de internacionalização l'internationalisation, de da l'éducation, presença indígena nos de la espaços présence acadêmicos. autochtone dans Mas les além dessa espaces académiques, mais exportação de outre cette identidade cultural, exportation de a l'identité gente precisa culturelle, falar nous sobre devons parler outros aspectos, outros d'autres aspects, debates, d'autres débats em également, que a gente não possa somente où nous ne vir pouvons aqui pas e simplement falar sobre a venir gente, ici et parler de mas que nous-mêmes. possamos, por isso que eu falei da questão Mais da c'est pour cela que j'ai capacidade parlé que de a la gente pode debater capacité diferentes de aspectos, débattre d'ideias, sur em différents que aspects, não différentes podemos só idées. Nous ne somente pouvons se pas reduzir, simplement por être exemplo, réduits, ao par Ministério exemple, au dos ministère povos des indígenas, peuples autochtones, apenas a Secretaria de Saúde simplement le indígena, secrétariat mas por que não tem presença hoje, até hoje, por des exemplo, questions no autochtones. Mais Itamaraty, pourquoi il n'y a nas pas relações également exteriores? dans les Por relations que que extérieures nós avec un ainda não Marathi? temos Pourquoi presença est-ce que nous indígena n'avons pas de no présence Ministério da autochtone dans le Educação, ministère de da Economia, l'Éducation, da de Fazenda? l'économie? A redução da participação Et la indígena, réduction de la ela não pode ser partition somente isso. autochtone ne peut Porque a pas gente se só vai réduire à falar sobre cela, où nous ne a parlerons importância da que de nossa língua, l'importance a de importância da notre nossa langue, identidade, l'importance de mas notre que a gente identité, possa ser vista mais como nous pessoas devons être capazes vus também. comme des personnes A capables gente tem o que également. contribuir para o Nous nosso país no devons contribuer desenvolvimento. Por avec isso que notre acho pays que pour le développement. o programa Et Guatá je ele é pense muito que le importante nesse programme sentido de Guattari est caminhar, très important afin de poder mostrar para cheminer vocês et que de estão pouvoir presentes vous aqui montrer ici que eu também não quero só falar que sobre je a ne minha veux pas cultura, parler simplement que eu seulement não de quero ma falar só culture, je ne veux sobre pas isso. parler Eu seulement tenho de muito cela. que mostrar J'ai também. beaucoup à Eu tenho montrer muito que également. J'ai poder beaucoup aprender à e pouvoir fazer com que apprendre et jovens da faire minha ensemble comunidade, do meu et povo, montrer não se que reduzam apenas nous à ne questão da pouvons pas ativismo nous indígena, réduire a simplement questão à la de que a gente só question precisa ser autochtone et nous isso ou devons aquilo. être E é o que a ceci gente ou falou, cela. a gente Et sempre je é dis visto como souvent que outro. nous sommes E toujours esse outro vus fala comme de un quê? autre. Et Sobre a cet gente. autre parle de quoi? E Sur nous. sem muitas ofensas, Et com todo o respeito que voilà, eu tenho avec tout por le todas as respect que pessoas je dois que minha à avó, toutes les Dona Rita, personnes, e minha mãe Chiriquera me que ensinou muito ma bem mère sobre et a ma questão da grand-mère m'ont educação. enseigné sur l'éducation, n'est-ce E pas? esse aqui, Je dis a nossa toujours língua, a que nossa fala é notre justamente isso. notre langue, Que a gente notre pode parole falar est muito mais exactement do que cela. só sobre a Nous gente. pouvons parler beaucoup Às plus vezes que é cansativo sur falar nous-mêmes. sobre a C'est gente. fatigant de parler sur Às nous-mêmes vezes, parfois. essa insistência Parfois cette de dizer insistance sobre a gente, de mas que eu não vejo dire, de resultado parler em de muitos nous-mêmes, et momentos, às parfois je vezes. ne vois pas beaucoup de Talvez résultats esse très momento souvent. aqui Ici, esteja peut-être ici, marcado para cada ce um de nós moment que está peut aqui. être marqué pour Mas as chacun pessoas da de nous aldeia, ici, mais les gens du quem village, pergunta às pessoas da qui aldeia? demandent aux Por personnes que eles au sentem, né? village ce Por qu'ils que ont esses à jovens que dire, estão ce que ces vivendo, nos jeunes veem qui hoje como vivent, referência, qui nous voient comme des realmente se références, enxergam na qu'est-ce qu'ils gente? voient en nous? Eu quero reproduzir Et esse je veux pensamento, porque acho que é reproduire muito cette interessante pensée. do Je pense programa que c'est Guatá. une question intéressante, effectivement, de Vim ce com essa programme. intenção de poder Je suis venue avec não cette falar por intention de eles, pouvoir non mas poder parler falar para eles à leur que place, mais eles parler podem muito mais pour do eux, que qu'ils isso. peuvent beaucoup plus Se que jovem cela. Si Inã, un Carajá, jeune jovem Ina, Caigangue Karaja, Kaigang ou Tucano, ou Tucano, por que que a gente não vê pourquoi a est-ce gente que em nous outros ne espaços? voyons pas en nous d'autres espaces? Por exemplo, Par dando exemple, aula no en Colégio donnant da des França, cours au Collège de France, talvez na Paris peut-être 8, qu'à na Paris, peut-être Universidade à de Paris Brasília, 8, como à Altaci, l'université de no Itamaraty, em todos os Brasilia, espaços a gente pode Itamaraty, estar tous les presente espaces, dans sem tous les espaces, nous reduzir a pouvons être gente présents apenas à nossa sans identidade, nous à réduire nossa uniquement à cultura, notre nossas identité, notre tradições e modo de culture, nos vida. traditions A et gente notre quer mode mostrar, de eu vie. Nous vou falar da voulons minha montrer, cultura. je ne É vais uma pas coisa parler de muito ma linda e culture, c'est bonita, quelque está chose qui est très acontecendo très hoje belle, no ritual qui do a nosso lieu, povo, que se chama Casa Grande. qui est dans notre peuple, qui s'appelle Casa Grande. Mas a nossa Mais vulnerabilidade notre socioeconômica é vulnérabilité enorme. socio-économique Como que eu vou énorme, falar comment est-ce que da je minha vais cultura que é linda e parler bela, de notre sabendo culture que qui est talvez belle en os sachant que meus, os peut-être nossos, les miens, les não têm nem nôtres, opção de nos o que proches comer, não sabem nem o que ne vai savent comer même pas ce amanhã. qu'ils vont manger demain. Eu, nesse momento, pelo C'est-à-dire que pequeno moi, privilégio de espaço que a par le gente tem na privilège de academia, em l'espace outros que nous espaços, avons eu à sei que eu amo l'académie, saúde. je sais que j'aime la Vocês sabem que vocês santé, vão je comer sais hoje. que Vocês estão me ouvindo aqui, vocês vous sabem o que savez vocês ce vão que vous comer. allez manger Que aujourd'hui. caminhada estamos Vous fazendo, savez que direção nós estamos quel indo, cheminement, quel sabendo parcours
discours que nous empruntons. Nous savons que notre culture traverse des difficultés gigantesques. Et voilà, et je comprends le déclin de notre langue, où beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, ils ne parlent même plus cette langue chez nous. Ils parlent le portugais. Nous devons valoriser cette langue, au-delà du discours, du financement. C'est pour cela que j'ai apporté ce modèle comme exemple. Nous voulons cheminer comme le suggère le Guata. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Sim, duas. Tem duas pessoas. Alô? O sujeito bom, vou falar em português melhor. Desta manhã Oui. é uma pergunta. J'avais une question qui, voilà, principalement en étant en présence de la directrice du musée de la langue portugaise et donc effectivement de la FAPES, mais également si l'on pourrait emmener les responsables de l'existence de la langue portugaise et pouvoir effectivement proposer un changement de nom, musée des langues au Brésil. Voilà, proposer ce changement-là de nom du musée. Depois a moça aqui, eu faço bem mesmo. Bon, Oui, ce matin, nous avons écouté des choses très, très importantes, des idées très importantes. J'ai noté beaucoup de choses, beaucoup de points. Je ne mentionnerai qu'une idée, ou plutôt un aspect qu'a mentionné Josilei, qui a quelque chose qui a attiré mon attention, qui est l'impossibilité, elle a dit, de traduire lorsque des jeunes Kaingang écrivent dans leur langue. Et elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention parce que un petit problème théorique de fond qui peut avoir beaucoup d'importance, qui est l'impossibilité de traduire. J'aimerais que Josilei nous parle un petit peu plus de ce concept. Et je suis d'accord avec elle complètement. J'aimerais vraiment écouter son avis là-dessus. Merci. Tem mais essa moça aqui. Vamos ver todo mundo? Tem ela também. Bonjour. Tout d'abord, merci. Merci beaucoup pour vos paroles qui ont été très, très intéressantes et j'étais très émue. Vous avez parlé de l'école comme un outil qui est très intéressant parce que c'est vrai que les peuples vont s'approprier de cet outil. Lui demander de parler un petit peu plus fort, très bien. Donc je disais, je pensais à cela que vous avez dit, que vous voyez l'école comme un outil qui va aider les peuples à revendiquer cette cosmovision. Mais lorsque vous dites que les peuples ne veulent pas être uniquement réduits à une identité, n'est-ce pas, leur identité. Alors, comment est-ce que l'école là-bas va intervenir pour apporter d'autres horizons au-delà de l'identité indigène, autochtone, pardon, montrer que les élèves ont d'autres occasions, de ne pas parler uniquement de nous. Je ne sais pas si j'étais claire. Merci, vraiment, c'est... Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler après moi. Merci beaucoup. Moi, je vais poser la question en français. Je ne sais pas si ça... Est-ce qu'il y a un projet transversal pour trouver le dénominateur commun dans le contenu en fait, des langues? Je parle du contenu en termes de philosophie de vie, de relations humaines, de relations avec la nature. Pourquoi je pose la question? Parce que moi, je pense que derrière les langues autochtones, il y a une philosophie profonde, millénaire, qui sans doute remonte à l'origine de l'humanité et qui peut-être permettra de guérir l'ahara dont on a parlé et d'apporter le bonheur en fait, et la paix. Et que trouver cette philosophie profonde, c'est sans doute le meilleur moyen pour protéger en fait, de façon durable les langues autochtones. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes
de plus en plus adhèrent à un système qui leur fait croire que les illusions de la vie, telles que l'argent, le rang social, sont importantes et du coup, en fait, en viennent à abandonner en fait, leur langue. Calma que eu ainda estou escrevendo. Eu vou iniciar, então. Quantos minutinhos eu tenho, será? Bem, eu quero começar Je voudrais tout d'abord vous remercier par de ce dialogue. C'est très très important de pouvoir débattre. Alors moi je réfléchis donc le rapport de l'école, la relation de l'école comme un outil au 18e, 19e siècle, 20e siècle pour certains peuples a constitué un outil d'oppression. Donc si j'ai appris la langue, c'est pour être alphabétisé dans la langue autochtone. C'est ce qui est arrivé avec nous, les Kaigang, et les jeunes ont été mis dans une école, un internat, pour qu'ils apprennent à écrire leur langue. Et après qu'ils l'aient appris, ils allaient dans des écoles afin de faire donc l'enseignement d'alphabétisation des enfants autochtones. Et après cette alphabétisation, d'apprendre la langue portugaise. Donc il y a eu ces espaces. Aujourd'hui, nous voyons l'école comme un outil de possibilité afin d'apprendre, outre les sciences autochtones, les sciences de non-autochtones. Nous avons l'enseignement du portugais, les mathématiques, les physiques, la chimie, et c'est très très important également. Alors il est évident que la plupart des écoles n'apprennent pas cela dans les langues autochtones. Nous avons une matière de langue autochtone, oui, mais c'est quelque chose qui nous renforce à nous autochtones. Et là, je voudrais dire que moi, je suis née Kaigang. Avant d'être quoi que ce soit, qui que ce soit, avant d'être professeur, avant d'être anthropologue, avant d'être femme même, je suis Kaigang. Et voilà, et je ne peux pas me décoller de cela, me détacher de cela. Et donc, le fait d'être Kaigang, c'est quelque chose qui va m'accompagner pour toujours. Il existe des Kaigang qui ont choisi de faire médecine et ils vont être médecins et ils ne vont pas rester toujours dans les hôpitaux en écrivant la tradition Kaigang. Mais ils sont Kaigang et ils sont médecins. Nous avons une avocate ici qui est Fernanda. Fernanda est Kaigang et après, elle est avocate au tribunal. Elle ne va pas parler de la perspective de la tradition. Alors, ce que je pense qui est important, il existe d'autres possibilités, d'autres chemins que nous pouvons emprunter pour nous spécialiser, pour se qualifier professionnellement parlant, cheminer dans le hip-hop. Nous avons des chanteurs de hip-hop, nous avons des autochtones qui peignent, peintres, sculpteurs, mais l'identité, elle est vraiment, nous naissons Kaigang et je ne vois pas d'Italien ni de Français de dire non, moi je veux me détacher de mon identité. Non, mais c'est important ce que mon collègue disait parce que ce n'est pas une condition en soi qui nous enferme dans une boîte. Bien au contraire, aujourd'hui, nous devons ouvrir les possibilités vers les jeunes autochtones. Nous avons, et malheureusement, nous avons un taux élevé de suicide parmi les jeunes autochtones. Mais tout ceci, pourquoi? Parce que c'est un manque de perspective, un manque de valorisation de ce peuple, valorisation d'une langue et d'une identité. C'est un problème d'État. Nous ne pouvons pas penser que c'est un problème de la communauté, que c'est un problème qui vient du peuple. Non, c'est un problème qui vient de l'État, qui continue à mettre les peuples autochtones dans une place où il est invisible. Et voilà. Donc c'est à cela que je réfléchissais lorsque mon collègue parlait. Je pense que la relation, le fait de ne pas réussir à traduire très souvent nos pensées autochtones ou nos rêves. Et là, j'aime beaucoup la matière de mémoire et patrimoine, n'est-ce pas, cette discipline. Il existe un lieu qui est le lieu pur à mémoire, une mémoire pure. Et dans ce lieu de mémoire pure, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas y avoir accès. Et alors, je demandais à un professeur qui était
chercheuse dans ce domaine et elle me disait, Josilaïa, nous faisons cette mémoire publique en rêve. Alors nous avons accès à la mémoire pure, nous, peuples autochtones, parce que beaucoup de nos actions au quotidien vont effectivement être présentes dans ce lieu, dans l'impossibilité de la reconnaissance d'une science non autochtone. Et la science indigène, elle reconnaît que nous puissions soutenir ce lieu de mémoire publique pure, parce que c'est quelque chose qui est également dans ce lieu du rêve. Alors, lorsque nous parlons de ce lieu de l'impossibilité, très souvent, c'est pour... voilà, nous n'arriverons pas à traduire des chants rituels. On pense qu'on ne pourra pas traduire ce que nos esprits qui sont en communion avec nous dans ces lieux nous disent. Alors, je pense que ça passe beaucoup par cette réalité. Et là, en ce qui concerne ce lieu de la philosophie profonde et d'un projet qui puisse protéger et penser ce lieu des peuples autochtones, ce lieu de ce que nous, peuples autochtones, nous avons, qui est gérer l'espace du territoire ou concevoir l'espace du territoire. Je pense que c'est lié à ce que nous, femmes autochtones, nous disons, c'est qui est le fait de la reforestation des esprits par les terres. Nous, femmes autochtones, nous disons que ce n'est qu'à partir du moment où l'humanité arrive à penser à comment est-ce que nous traitons notre territoire, nous respectons ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Et que nous arrivons à vivre la forêt, gérer la forêt et savoir que nos enfants sont elles qui ont le savoir de l'espace du monde. Ce n'est qu'ainsi que nous arriverons à parvenir à cet lieu de la terre et du soin de la terre. J'ai entendu beaucoup de femmes parler, je n'en citerai que quelques-unes. La ministre Sonia Guajajara nous dit très souvent que nous n'avons pas une planète B, nous n'avons qu'une planète. Nous n'avons qu'une planète et tant que nous n'apprendrons pas à nous respecter les uns les autres, que ce soit dans nos mémoires, histoires, faire, traditions, nous n'arriverons pas à avancer. Mais tant que le monde ne reconnaîtra pas que le mode de faire des peuples autochtones, le soin que nous prenons avec nos territoires, c'est la seule possibilité pour arrêter le réchauffement climatique et de penser à la perspective d'une vie future, nous n'arriverons pas à avancer. Et peut-être que c'est ce lieu de la philosophie profonde et le fait de penser et le soin de la terre que nous portons à la terre. Merci. Bom, só responder rapidinho ao que ele tinha me perguntado. Juste pour répondre rapidement à la question qui m'a été posée de comment les jeunes voient la question financière, le rapport à l'argent. Je pense que c'est à partir du moment qu'on se rend compte qu'on est une personne comme n'importe laquelle qui est ici présente. Quand on vit dans notre village, on pense qu'on est isolé du monde. Mais je vais vous donner un exemple très tragique. L'énergie est arrivée chez nous en 2010. Moi, j'étais un enfant que j'adorais regarder la télé, parce qu'on veut voir des choses différentes. Mais ce n'est pas ça qui va nous enlever la possibilité de... On est Igunumbo. Et ce n'est pas parce que je suis en train de vous parler en portugais que je vais laisser d'être ma culture innan. Mais la question, c'est qu'on veut apprendre à parler le portugais. On le souhaite. C'est très bien de pouvoir le faire et pouvoir cheminer sur d'autres lieux, sur d'autres places. Mais quand j'osais parler de la question du suicide parmi les jeunes, dans mon peuple, nous sommes 5000 personnes. Nous avons déjà perdu plus de 50 jeunes par suicide. Comme je vous ai dit, les jeunes ne sont pas écoutés. Personne n'en veut savoir. Personne ne les comprend. Personne ne les écoute. Et ils veulent parler. Mais vous avez déjà pensé à inviter un jeune de notre village qui n'a pas de formation pour être ici à ma place? Parce que c'est lui qui est là-bas dans le quotidien de village autochtone. C'est lui qui va parler d'une façon plus adaptée. Moi, je suis depuis des années en dehors de mon village
pour faire mes études, mais je suis un peu plus éloignée. Mais c'est important de montrer notre réalité en dehors du fait d'être autochtone. Nous sommes multiples. Moi, j'ai eu une éducation bilingue. Mon grand-père était professeur, mon père professeur. La biologie est enseignée dans notre langue, les mathématiques aussi. Notre éducation est bilingue. Moi, je veux bien apprendre à parler français, anglais et pouvoir connaître votre monde, ainsi que vous avez la curiosité de connaître notre monde. Nous sommes des êtres humains incroyables. Si vous arrivez chez nous, vous allez être accueillis avec joie et avec un accueil infini, beaucoup plus grand de cette simple définition d'être, qu'est-ce qu'être européen. Parce que c'est important. Pour la première fois que j'ai vu les gens rire ici, je me suis dit, ils rient, ils arrivent à rire. Ils ont de l'humeur, de la sensibilité. Donc, nous avons beaucoup à montrer, et très souvent, nous invitons des gens à participer de nos rituels pour montrer la richesse et la beauté de notre culture. Mais c'est important qu'on puisse maintenir notre culture, pas que d'une façon romantisée. On veut vous montrer parce qu'on est fiers de notre culture, mais pas pour vous prouver quelque chose, mais plutôt pour que vous puissiez comprendre, sentir notre univers à l'intérieur de nos villages, en ce moment même. J'aimerais que vous puissiez inviter des gens de là-bas pour venir ici parler, simplement pour qu'elles vous disent quelle est l'expérience de cette personne qui n'a pas eu les études et les maîtrises et les doctorats, mais quelqu'un peut-être qui va arriver ici, il va vous être révolté, vous attaquer pour manifester cette révolte. Mais reste à savoir, qu'est-ce que vous voulez écouter? Qu'est-ce que vous voulez que je parle de ma langue, de mon village, de ma danse? Qu'est-ce que vous cherchez à écouter? Vous êtes venu ici pour écouter nos langues. Mais quel est le résultat que nous allons amener à mes villages, aux gens qui vivent là-bas? Je veux leur parler. C'est eux qui vivent là-bas, pour qu'ils puissent se sentir écoutés, mais en fait qu'ils ne le sont pas, parce que personne ne les écoute. Ça, c'est la question majeure pour moi. C'est pas parce qu'on a un titre de maître, de docteur qu'on doit être ici. Je veux vous parler, mais je veux parler aussi aux gens de mon village et qu'ils puissent un jour venir ici, même s'ils ne sont pas docteurs. C'est ce que j'avais à dire. Je voudrais juste ajouter une invitation. On a la chance à Paris d'avoir l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, qui a un petit département Amérique où vous pouvez apprendre le quechua, 2 variantes maya, 2 langues maya, le guarani et le nahuatl. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre une langue indigène. Il n'est jamais trop tard pour se décentrer et pour avoir le plaisir de découvrir une autre grammaire, puisque la grammaire est poétique, tu nous l'as dit tout à l'heure, André Alous. Donc vous êtes tous les bienvenus au cours de langue amérindienne à Paris, en espérant qu'on aura beaucoup de visites et de liens avec vous, avec les Aldeias. Merci. Merci.